Encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 12e webinaire qui porte sur les achats publics responsables en santé. Ce jour, nous avons donc un programme qui est assez dense mais passionnant. Donc, après une petite introduction, Nabil Messaoudi de l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous parlera un petit peu du travail qui est fait par l'ARS et des programmes qui sont à votre disposition au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Puis Anne Benz, qui est directrice du réseau 3AR, vous présentera le cadre juridique, les outils, les ressources et les partenaires territoriaux qui existent en Nouvelle-Aquitaine pour vous accompagner sur ce sujet des achats durables. Vincent Martinez, le directeur exécutif du GCSHA, prendra la suite pour vous parler spécifiquement de l'outil Spazer. Et son intervention sera complétée par Céline Latour, qui est chargée de mission au réseau 3AR, pour vous parler également en complément de l'accompagnement qui est proposé par le réseau 3AR sur le Spazer. Et enfin, nous aurons donc une intervention de Nicolas Campestre sur 3 marchés clés du CH, du GHT des Landes, pour vous parler donc de 3 marchés clés qui ont fait appel à ces notions d'achat durable. Voilà, pour parler un petit peu plus terrain et concret. Et puis, bien sûr, il y aura notre traditionnel temps de discussion. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou intervenir en fin de session. Alors, rapidement, avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais vous remontrer ces résultats et ces visuels du rapport du Shift Project qui date de 2023. Donc là, premier résultat, on est sur en fait les secteurs fortement impactants en matière d'empreinte carbone du secteur de la santé dans un premier temps. Et vous voyez qu'en fait, sur ce podium, mais sur l'ensemble des résultats, systématiquement, qu'il s'agisse donc des achats de médicaments, des achats de dispositifs médicaux, mais également des notions d'alimentation, de restauration collective ou même de transport et de déchets, on en parlera en fin de session. Finalement, derrière, face à ces leviers pour progresser en matière d'empreinte carbone, il y a des achats. Donc, c'est bien pour montrer qu'en fait, ces réflexions et la mise en action sur ces questions d'achat durable, le fait d'intégrer des critères de développement durable dans vos marchés constitue un véritable levier pour répondre en fait aux défis de la transformation écologique du système de santé. Et vous voyez sur ce deuxième visuel, là, on est sur le secteur de l'autonomie. Les chiffres, donc le podium est différent, mais encore une fois, on voit bien que l'achat est un levier qui est clé. Et donc, encore une fois, les actions et les réflexions sur ces sujets-là constituent un véritable levier. Comme d'habitude, vous aurez toutes ces ressources. Elles vous seront envoyées par la suite. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces données. Et je donne la parole sans plus tarder à Nabil Messaoudi. Merci Colline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis déjà très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux achats durables qui est organisé dans le cadre de la mission d'appui en santé durable. Tout d'abord, slide numéro 1, s'il te plaît Colline. Tout d'abord, il est important de rappeler que nous évoluons aujourd'hui dans un contexte législatif particulièrement dynamique. En effet, depuis plusieurs années, de nombreux textes viennent structurer et renforcer les exigences en matière d'achat responsable, notamment avec la loi Egalim, la loi Climat et Résilience, le Code de la commande publique, le Plan national des achats durables, mais également d'autres lois comme la loi AGEC, le Plan Ségur, etc. Pour les acheteurs des établissements, cette accumulation de normes peut parfois sembler complexe, mais elle traduit une évolution de fond, notamment l'achat public est désormais, excuse-moi, Colline, toujours la même slide. L'achat public est désormais reconnu comme un levier majeur de transformation permettant de réduire l'impact environnemental des activités, mais également d'intégrer des dimensions sociales et aussi innovantes. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est donc dans ce contexte que le programme phare de la DGOS constitue un cadre structurant pour accompagner les établissements dans l'évolution de leurs pratiques d'achat
Historiquement, ce programme, donc phare pour performance hospitalière des achats responsables, visait à intégrer progressivement les enjeux de développement durable dans les achats hospitaliers à travers différents leviers, notamment le développement d'outils et de guides opérationnels qui sont disponibles, la formation des acteurs terrain, la création d'un réseau de référents et la mise en œuvre de projets pilotes ont été lancés. Et aujourd'hui, cette feuille de route a évolué pour la période 2025 à 2027. Elle, elle intègre aujourd'hui un périmètre plus élargi, notamment la fonction logistique, qui est contributeur de la performance achat, et elle est également destinée au secteur médico-social. Elle intègre aussi sur l'axe numéro 3 un axe sur le développement durable, notamment avec le soutien de la méthodologie de calcul d'empreinte carbone des médicaments, mais également la mise en place d'outils et l'essor de la mise en place du spazer qui est devenu obligatoire, et je laisserai les autres intervenants en dire plus. Slide suivante, s'il vous plaît. À partir de mi-2021, le ministère de la Santé a souhaité impulser la promotion des achats responsables pour les structures médico-sociales et sanitaires en constituant un groupe d'experts national intégrant le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine, le GHT et le GHT du Limousin. Les objectifs sont clairs, elles sont de dégager des économies intelligentes en intégrant la dimension RSE, et d'accompagner la montée en compétences des acteurs de terrain sur ces sujets. Pour ce faire, le groupe d'experts a travaillé sur différentes thématiques et ressources que vous verrez à l'écran, donc avec l'échange de bonnes pratiques, la mise en place d'outils, la création d'un réseau national, la mise en place d'instances, un programme de formation et un espace dédié que vous retrouverez sur le site du ministère au programme phare. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau régional, donc l'ARS est fortement engagée et est fortement mobilisée pour accompagner cette transformation. Comme vous le voyez sur la slide, les différentes étapes que l'agence a pu mettre en place en lien avec le réseau 3AR, mais également le GCS Nouvelle-Aquitaine. Donc depuis 2021, nous avons mis en place en partenariat avec la FHF et plusieurs acteurs régionaux, un groupe d'experts dédiés aux achats durables dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. L'objectif est à la fois de favoriser l'intégration des enjeux de responsabilité sociale dans les achats et d'accompagner la montée en compétences des professionnels sur ce sujet. Donc plusieurs actions, une création d'un réseau régional à partir d'une charte régionale que nous avons mis en place en début d'année 2022. Ensuite, nous avons mis en place une feuille de route sur la transition écologie qui couvre la période 2024 à 2028, intégrant le volet achat durable, donc que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Elle est disponible sur le site de l'ARS et sur Internet, elle est facilement accessible. Nous avons également mis en place plusieurs initiatives en lien avec le GCS, notamment des webinaires intégrant les achats durables, mais d'autres webinaires notamment spécifiques sur l'alimentation. Et donc, il y a également plus récemment une trame régionale qui a été mise en place sur le spazer, une trame qui est intitulée Clé en main, que le réseau 3AR aura le plaisir de vous présenter avec le GCS sur les parties suivantes. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça arrive, pardon. Hop. Alors, nous avons des perspectives qui sont riches. Nous travaillons notamment sur le renforcement de l'accompagnement du secteur médico-social, la mise en place de groupes de travail par filière ou segment d'achat, l'adaptation des stratégies d'achat dans un contexte économique parfois contraint, ainsi que le développement d'expérimentations et d'appels à projets avec des partenariats territoriaux. L'objectif est simple, permettre aux établissements d'avancer concrètement et progressivement vers des pratiques d'achat plus durables, adaptées à la réalité du terrain. Et je vous propose pour cela maintenant d'entrer dans le cœur du sujet avec la première intervention consacrée au cadre juridique et aux outils disponibles avec Merci Madame beaucoup. Benz. Merci.
Merci Nabil, bonjour à tous. Donc Anne Beth, je suis la directrice de réseau 3R, donc le réseau des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. Il y a d'autres réseaux sur d'autres territoires. À peu près toute la France est couverte et on partage nos retours d'expérience et tout ce travail aussi avec le secteur de la santé. Colline nous a missionné pour faire un petit point introductif sur les achats publics durables. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont là, qui sont pas, qui sont dans les structures qui sont pas soumises aux procédures de marché public. Voilà, ça augmentera un petit peu votre connaissance des marchés publics. Ceci dit, il y a beaucoup d'éléments qui vont pouvoir vous intéresser. On peut avancer avec d'abord la définition de qu'est-ce que c'est qu'un achat public responsable. Le lien direct avec l'achat privé, c'est que c'est la même définition nationale qui est cadrée sur la norme ISO 20400. Donc un achat public durable, c'est un achat public qui prend en compte l'ensemble des enjeux de développement durable, l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, qui permet de réaliser des économies intelligentes. On revient sur la notion évoquée par Nabil précédemment sur l'importance d'une performance économique aussi dans votre secteur et puis qui incite à la sobriété en termes d'énergie et de ressources. On est sur une période qui le prouve largement. Faire un achat responsable, c'est intégrer tous ces enjeux à chaque étape de la vie du produit ou de la prestation qu'on achète. La petite suivante vous le présente. Voilà, gardez en tête que quand on achète un médicament, alors j'ai pas noté le pourcentage, mais c'est énorme le poids dans votre bilan carbone. Eh bien, on va aller extraire des matières premières, les transformer, les distribuer, les utiliser. Et puis à la fin, on a un déchet et à chaque étape, on va avoir des impacts qui soient sociaux, environnementaux, sanitaires, économiques. Et nous, c'est vraiment dans nos accompagnements, dans nos préconisations, on s'attache vraiment à cette approche cycle de vie. Je fais le rapprochement direct avec l'Assemblée générale de l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine ADI, à laquelle j'étais ce matin. On avait une intervention sur l'économie circulaire, sur l'industrie circulaire plus précisément avec une intervention d'un acheteur qui disait que voilà le plus fort impact en fait en décarbonation des achats, c'est ce qu'on appelle le scope 3, hein, c'est donc les achats. Merci Colline de faire un focus, merci à la DCLA de faire un focus sur les achats parce que effectivement, si on veut décarboner sa structure, eh bien il faut s'atteler aux achats et c'est pas le plus simple puisqu'on n'a pas la main sur ce que font tous nos fournisseurs. Eh bien, il faut travailler avec les informations qu'on a. Alors, on a un cadre réglementaire qui est plutôt favorable. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et puis, par ailleurs, nous, sur la notion d'achat durable, on a aussi l'idée de dire, vos achats, c'est un levier d'action économique pour le territoire et donc un levier d'action à mobiliser. J'ai pas le montant en détail, il me semble que les achats hospitaliers en France, c'est 25 milliards d'euros chaque année. De toute façon, il y a toujours des chiffres différents selon la police ou les manifestants, mais en tout cas, c'est des milliards. J'ai changé avec Nicolas Meyouki du CHU de Bordeaux, le GHT Alliance Gironde, c'est 800 milliards, 800 millions, pardon, on va pas s'emballer, non, 800 millions d'euros chaque année, juste pour vous donner les volumes économiques de la commande publique et donc le levier énorme aussi pour embarquer les entreprises avec nous dans leur transformation. Et donc, le petit cœur de mon sujet, c'est le cadre réglementaire. Pour ceux qui sont soumis aux procédures de marché public, ils savent qu'on a une échéance cette année, dans quelques mois, le 22 août. Tous les marchés publics devront comporter au moins une disposition environnementale. Ce que dit Bercy, c'est une considération environnementale, c'est de manière cumulative une clause et un critère. Donc, vous voyez un peu à chaque étape du projet d'achat où est-ce que ça va se situer. Mais au-delà de ça, on a déjà l'obligation de prendre en compte les enjeux de développement durable dans la phase de définition de ces besoins. Et puis aussi, on a une obligation de prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétique dans la définition des besoins séparés. Ça, c'est assez récent. Alors, Céline, qui est notre juriste en interne, si besoin, tu complètes cet élément. Mais en tout cas, voilà, juste avoir bien en tête que quand on est en phase de définition de son besoin, on se pose la question de quel va être l'impact de mon achat. C'est une obligation, en fait, qui est cadrée par le Code de la commande publique. Et puis après, on a plein de leviers que nous propose le code.
pour acheter plus responsable. Alors, on nous encourage largement à faire un sourcing pour pas sortir des clauses qui sont complètement en dehors de la réalité économique du territoire et des entreprises, enfin du territoire et plus largement, et de nos possibilités économiques. Donc, le sourcing, c'est vraiment fortement encouragé. Le benchmark aussi, là, nous, c'est vraiment une de nos actions phares en tant que réseau, c'est de vous partager des retours d'expérience, de vous permettre d'échanger entre vous. Et puis après, effectivement, vous avez le Code de la commande publique propose un nombre important de leviers pour acheter plus responsable, que ce soit l'allotissement, bien sûr, proposer des marchés ou des lots réservés aux structures qui accueillent des personnes en situation de réinsertion professionnelle, en situation de handicap, ou même des détenus. On peut réserver des lots à des entreprises qui sont implantées en milieu pénitentiaire. Ça fait 2 ans que le dispositif, non, peut-être un peu plus que le dispositif existe. Et puis, un qu'on aime bien, nous, sur les achats responsables, c'est la possibilité de mobiliser des labels dans la commande publique. Le label, c'est vraiment une aide pour l'acheteur parce que on va pas savoir analyser des mémoires techniques avec plein de mots qu'on comprend pas potentiellement. Donc, pouvoir s'appuyer sur un label, c'est vraiment super. Alors, on fait ce travail nous en tant que réseau. Alors, on a beaucoup travaillé sur les sujets de santé environnementale. Je vois que Claire est là. Depuis des années ensemble et effectivement on s'appuie beaucoup pour les achats en maternité et en crèche sur les labels que ce soit pour les cosmétiques, les produits nettoyage, les produits d'aménagement, etc. Voilà. Et puis voilà, vous avez la possibilité d'intégrer. Alors, d'ici août 2026, on ne pourra plus mettre un seul critère prix. Il y aura soit un critère unique qui sera un critère du coup global qui intègre donc l'aspect environnemental. Bon, l'État est censé nous donner des outils pour l'analyser. C'est pas encore tout à fait, tous les secteurs ne sont pas encore couverts. On va plutôt nous aller sur une pluralité de critères, dont au moins un critère environnemental. Donc ça, c'est bien noté hein, d'ici cet été. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'obligation d'une clause, ce qui se traduit en fait pour Bercy, soit par une spécification technique, soit par une condition d'exécution environnementale. Voilà, tu peux avancer. Et puis, donc ça, c'est de manière générale sur tous vos marchés. Et puis après, par famille d'achat, vous allez avoir des obligations sectorielles. Alors, la loi Egalim sur tout ce qui est alimentation, les flottes de véhicules, vous avez des obligations de véhicules faibles émission. Dans ces deux cas, vous avez une obligation aussi de le mot français de rapportage sur des sites dédiés qui sont sur des sites DataGouv. Alors, il y a loi Egalim, on va le retrouver sur le site Ma Cantine. Euh, et puis, on a tout ce qui est aussi sur l'impact numérique de nos actions, donc l'obligation de promouvoir l'éco-conception des logiciels et de s'appuyer sur les indices de réparabilité et durabilité pour les équipements numériques. Là, je vous ai donné des éléments qui sont spécifiques pour le secteur de la santé. Les collectivités territoriales et l'État ont d'autres obligations qu'on ne vous a pas détaillées là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Le réseau 3AR, donc réseau régional. Voilà, ça c'est notre objet associatif. Donc on est basé en Nouvelle-Aquitaine. On a des actions à destination de nos adhérents, environ 110 adhérents cette année. Et puis à destination aussi de tous, avec des actions ouvertes à tous, tu peux avancer. Donc on fait un petit focus sur deux outils. Un outil qui s'appelle la REF. C'est ce que je viens de vous présenter. On a été chercher nous sur Légifrance toutes les mesures qui concernent les achats durables. Et donc, vous allez dire, je travaille pour. Donc, voilà, vous allez dire votre secteur et vous avez un projet d'achat de, donc la famille d'achat numérique et autres. Et on va vous ressortir les articles de Légifrance. Donc, ça vous fait une veille réglementaire sur vos obligations sectorielles et générales aussi, puisqu'on les a mises. Donc, ça, c'est un outil qui est ouvert à tous. Vous aurez le support, je pense, donc avec le lien qui va bien. On développe aussi, dans le cadre du plan national pour des achats durables, un conseil environnemental de premier niveau qui s'appelle le guichet vert.
De la même façon, vous avez le lien. Donc, c'est pas du conseil juridique, hein, on n'est pas habilité pour ça. C'est vraiment l'idée de vous faire. Je vois qu'il y a des questions. Comment on va les prioriser, les enjeux, qu'est-ce que je peux écrire? Est-ce que vous connaissez d'autres acheteurs un peu similaires aux miens qui auraient passé le même marché? Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça, c'est vraiment un outil enfin un dispositif que vous pouvez mobiliser. Puisqu'aujourd'hui, on a un financement national qui nous permet de le proposer de manière gratuite à toutes et tous. On peut avancer. Et puis après, il y a toute la partie euh, accompagnement. Alors, il y a des actions qui sont ouvertes à tous. Par exemple, la fresque des achats publics durables, c'est une fresque qui est nationale et qu'on délivre. Voilà, on fait quelques actions territoriales de temps en temps. Et qu'on peut aussi, alors on forme nos adhérents à être fresqueurs, comme ça c'est l'idée de déployer. On a souvent dans le sujet de changer des pratiques, c'est aussi changer tout le monde en interne, donc avoir des outils de sensibilisation pour bien comprendre ce que je vous ai dit là tout à l'heure en 5 minutes sur les obligations réglementaires. Et bien à chaque étape de la vie de l'achat, et bien on a une fresque qui nous permet de manière ludique de bien appréhender le sujet. Et puis après, voilà, on peut nous mobiliser pour sensibiliser en interne. On a des conseils pour les adhérents, on propose des accompagnements, des expériences, on produit des guides, on organise des événements. Vous pouvez aller sur notre site. Notre prochaine formation ouverte à tous, c'est le 10 juin à Bordeaux. C'est l'intégration des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics euh, pour la petite enfance. Je vous mettrai le lien de tout à l'heure dans le chat. On aime bien valoriser aussi, voilà, ce que font les uns et les autres. C'est pour nous important. Voilà. Et donc, Anne, on peut vous contacter sur, Voilà. voilà, sur ces coordonnées. Vous les aurez, bien sûr. Et donc, nous avons de la ressource en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Exactement. Merci, Colline. Sans plus tarder, Vincent Martinez, je te laisse la parole. Merci Colline. Donc Vincent Martinez, directeur du groupement de coopération sanitaire Achat en santé Nouvelle-Aquitaine, où j'exerce depuis sa création en 2020. Est-ce que tu peux présenter la slide, Colline, s'il te plaît? Oui, merci. Schématiquement, enfin très synthétiquement, le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine, c'est une centrale d'achat public qui exerce pour le compte de ses adhérents établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine en mettant en place et en animant un certain nombre de filières d'achat, dont certaines sont positionnées sur des sujets très impactants écologiquement, comme on a pu le voir, notamment à travers la présentation du Shift Project qui a été présenté par Colline au début du webinaire, puisqu'on a une filière d'achat médicaments, une filière d'achat dispositifs médicaux, une autre sur la partie alimentaire. Donc on est vraiment là sur le cœur des sujets écologiques, en tout cas en matière de décarbonation, qui occupent nos établissements. Comment on est venu donc à cette notion d'achat responsable? Comme l'a dit Nabil tout à l'heure, le GCS a été intégré aux travaux du programme phare en 2021 et 2022 qui visait à commencer à outiller un certain nombre d'acheteurs publics du secteur sanitaire en ressources autour de l'achat public responsable. Il y avait eu notamment des fiches thématiques par segment d'achat qui avaient été écrites à cette époque-là, des programmes de formation qui avaient été élaborés. Et donc, on avait eu l'occasion de participer avec Florian Vinclair, directeur achat du GHT Limousin à l'époque, à cette dynamique qui réunissait des GHT, des GCS de France et de Navarre. On avait en parallèle à ce moment-là déjà commencé à échanger avec l'ARS dans le cadre d'un CEPOM, d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur des actions de promotion de l'achat responsable. Et donc, on avait établi un certain nombre de sujets prioritaires sur lesquels le GCS allait venir en support, notamment de l'ARS, pour animer cette thématique auprès des référents sanitaires et médico-sociaux. Donc, c'est les thématiques qui sont à l'écran là. On a notamment, qui ont été déjà évoquées par Nabil, je vais passer assez rapidement dessus, mais bon, je les rappelle quand même. Donc, on co-anime le réseau des référents achats responsables de GHT et on mène des actions un peu plus ciblées sur le médico-social autour des thématiques achats publics responsables alimentaires, notamment par le biais de mise en place de webinaires. On a également été assez actif avec le réseau 3R également sur la rédaction de la première charte de promotion des achats responsables en Nouvelle-Aquitaine qui avait été rédigée en 2021 et qui a connu une première période de déploiement entre 2022 et 2025 avec un renouvellement qui est, me semble-t-il,
relativement complet, puisque je crois que tous les GHT sont signataires de cette nouvelle version de la charte à partir de 2026. On a notamment aussi œuvré sur la partie qui est notre cœur d'activité, enfin, en fait, qui est l'achat public de nos filières d'achat, avec l'ouverture de nouvelles filières en lien avec les objectifs de développement durable, et notamment un appel d'offres autour de la mise à disposition de solutions de réalisation des BGES des établissements de santé, qui a été mis en place en 2025 et qui bénéficie d'un financement de l'ARS et donc en cours d'exécution jusqu'à fin 2027. C'est, je pense, un outil un peu central, comme vous l'avez bien saisi, on travaille tous ensemble et c'est un outil un peu central, notamment pour récupérer de la donnée et créer une dynamique sur ces objectifs de décarbonation pour tous les partenaires, AD, Sénat, 3AR, ARS. On a également cette mission, hein, comme l'a rappelé Anne, d'intégration des considérations environnementales dans nos filières d'achat, qui est entamée depuis bien longtemps maintenant, mais qui devient effectivement encore plus prégnant avec cette obligation qui arrive en 2026, comme l'a présenté Anne tout à l'heure. Voilà, bon, je vais passer sur la partie présentation GCS parce qu'il faut qu'on parle du SPASER quand même. Donc tous ces sujets-là nous ont ouvert des pistes de réflexion un peu complémentaires, notamment avec l'adoption de la loi Industrie verte, hein, qui a été évoquée tout à l'heure fin 2023. Et donc en discutant un petit peu, là, notamment dans le cadre du réseau des référents achats responsables de GHT, en discutant avec le réseau 3R, puisqu'on a des liens aussi au niveau de notre présence du GCS au conseil d'administration du réseau, on a envisagé donc un projet qui pouvait nous paraître pertinent de rédaction d'une trame de schéma, donc de schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, SPASER, pour le diffuser à l'ensemble des adhérents du GCS, notamment assujettis à cette obligation, et notamment les GHT, hein, les groupements hospitaliers de territoire. Donc on a fait cet état des lieux à début 2025. Donc on a constaté que malgré l'entrée en vigueur de la loi Industrie verte en octobre 2023, à l'époque en tout cas, il y avait un seul GHT qui avait publié son SPASER. Alors il y en avait certains qui étaient déjà en cours de réflexion, voire de rédaction. Mais bon, voilà, on avait un taux de couverture, entre guillemets, qui était loin d'être complet. Et on s'est dit que voilà, un petit peu d'étayage pouvait sans doute être apprécié. Donc cette réflexion a été validée notamment dans le cadre des instances internes du GCS avec notre comité stratégique et notre assemblée générale qui se sont prononcés en faveur d'un travail de rédaction et de diffusion de cette trame SPASER au premier trimestre 2025 avec la proposition d'un squelette. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la composition du document lui-même, d'un squelette de SPASER. Des éléments de comitologie et un rétro-planning donc, qui allait nous amener sur l'intégralité de l'année 2025 à consulter, à rédiger ce document. Un comité de rédaction au deuxième semestre avec, là, de manière un peu resserrée, les équipes du GCS et de 3R, principalement donc Céline, Anne, Stéphanie Lacarrière, donc ancienne directrice du GCS, et moi-même. Et des consultations réalisées auprès des différents partenaires, notamment la DSNA, l'ARS, le CRES ou l'Aliena, enfin un certain nombre de partenaires, notamment sur les versants environnementaux et sociaux de notre région. La validation donc, du SPASER, elle a eu lieu au cours de l'Assemblée générale du GCS en septembre 2025, et ensuite on est passé sur la phase publication et la phase accompagnement. Je laisserai Céline donner toutes les précisions nécessaires sur cette partie-là par la suite. On peut passer, Colline, à la slide suivante. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment, on va dire, la philosophie du document et les éléments principaux. Donc ce SPASER qui se veut un modèle vraiment, hein, qui a un caractère opérationnel, mais qui a aussi un caractère d'adaptabilité et d'intégration pour chaque utilisateur de ses objectifs propres. Il est articulé autour de trois axes principaux: un axe environnemental et santé, un axe social et un axe économique. À cela s'ajoute un premier axe, une première partie de document qui est un axe de gouvernance qui est pensé principalement pour donner, on va dire, des conseils méthodologiques, en tout cas des options méthodologiques pour que chaque organisation puisse gérer le pilotage et le suivi de son SPASER de la meilleure manière possible. En tout cas, quel est un certain nombre de possibilités de déclinaison pour cette gouvernance.
Donc les axes principaux environnemental, social et économique. À chaque axe sont associés 3 domaines d'intervention, un domaine réglementation, un domaine spécificité régionale et un domaine établissement. Et chacun de ces domaines fait l'objet de propositions d'objectifs, de moyens d'action et d'indicateurs de suivi. Donc, c'est le petit schéma que vous avez à l'écran là. On a, d'un point de vue formel, la partie moyens d'action et indicateurs de suivi font l'objet de fiches synthétiques voilà, qui permettent à chaque utilisateur de s'en saisir de manière fluide et le plus souple possible pour adapter notamment à son organisation. Voilà pour cette présentation du document lui-même. Il y a un exemple sur l'axe environnemental pour voir un petit peu le type d'item qu'on a voulu mettre en avant et les principes qui ont été retenus sur l'inscription. Là, on est sur l'axe environnemental, sur la partie établissement. Donc, on voit qu'on a ces propositions d'objectifs là qui sont faites autour de différentes propositions. Donc, euh, réduire l'empreinte écologique, améliorer la qualité de vie des usagers, œuvrer à la décarbonation des achats hospitaliers. Des exemples d'objectifs, des moyens de mise en œuvre. On en a certains qui sont en lien avec des dispositifs régionaux, notamment sur cette partie établissement, mais aussi sur la partie spécificité régionale qu'on a pu voir précédemment. Et donc des indicateurs associés qui ne sont pas forcément tous à mobiliser par les utilisateurs de ce SPASER, mais qui peuvent être vus pour certains d'entre eux en tout cas comme des choix, comme des options là aussi, puisque, Anne, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'il n'est pas forcément souhaitable d'associer plus de 2, 3 ou 3, 4 indicateurs à une action. Autrement, on a tendance un petit peu à se perdre ou alors en tout cas à perdre un certain nombre d'efficacité ou d'actions d'efficacité en cours de route. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce spaser. Et, je peux conclure en disant qu'il faut le lire en fait pour en retirer tout le bénéfice possible et également que au-delà de lire, on a la possibilité pour les adhérents du réseau 3R de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour mettre en œuvre son spaser dans son établissement ou dans son organisation au niveau régional ou local. Quelle transition. Merci C'est à toi, Vincent. Céline. Merci Vincent, effectivement, belle transition. Donc, je suis Céline Latour, chargée de mission au réseau 3R, et donc je vais vous expliquer l'accompagnement qui est mis en place au sein du réseau 3R pour permettre aux établissements de passer à l'action sur la mise en place de leur SPASER ou de leur politique achat responsable si vous ne souhaitez pas adopter l'acronyme, si vous n'y êtes pas soumis. Donc, on vous propose un accompagnement personnalisé, adapté à chaque structure, pour la personnalisation de la trame qui a été élaborée par le GCS, qui sera allée sur 2 jours, avec 2 journées, une plus une, avec un mois d'intervalle entre les 2 journées, de manière favorable, plutôt en présentiel. Et c'est une formation action, c'est-à-dire qu'à l'issue des 2 jours de formation, l'objectif, c'est que le SPASER de l'établissement soit écrit, qui soit personnalisé et qui soit élaboré collectivement par une équipe projet, du coup, et tous les intervenants à l'acte d'achat de l'établissement. Donc, en termes d'outils d'appropriation et de travail collectif, c'est un outil assez intéressant, avec une montée en compétences des équipes. Parce que on commence par des apports théoriques sur les achats responsables, on travaille sur les outils qui sont à disposition, les ressources dont vous pouvez bénéficier. Et ensuite, sur chacun des 4 axes que vous avez présentés, Vincent, donc sur la partie gouvernance, environnement et santé, économique et sociale, on définit pas à pas chacun des indicateurs et des objectifs qui sont propres à votre établissement et qui s'inscrivent dans vos politiques d'établissement plus large, projet d'établissement, projet d'achat particulier sur lequel il y a des choses qui pourraient être mises en place. Donc, on est vraiment sur un travail de personnalisation de cette trame plutôt générale. On peut passer à la diapo suivante. À ce jour, nous avons accompagné 7 établissements qui sont soit déjà accompagnés, soit qui sont en cours et qui sont à venir. On accompagne principalement les GHT, donc le GHTK des Landes, le GHT du Limousin, le GHT de la Charente. On est en cours d'accompagnement pour les Deux-Sèvres et la Dordogne. Et à venir, on va accompagner donc, le GHT Alliage de Gironde et la Fondation John Bost.
Et donc, on a pour objectif d'assurer une continuité à ces groupes enfin, à cette formation avec des temps d'échange collectifs inter-établissements qui auront été accompagnés pour avoir ce suivi et garder cette dynamique inter-établissement sur le volet Spazer pour faire partager ensemble les difficultés, les réussites et avoir des partages d'expériences. Voilà, ça c'est notre projet pour le deuxième semestre. Et donc cette formation Action, elle est disponible, pardon, je suis désolée, cette formation est disponible à l'ensemble de nos adhérents. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur cette formation, sur l'adhésion au réseau 3R. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Alors, je vais donner la parole maintenant à Nicolas Campestre, s'il est là. Hop. Je suis bien là. Bonjour, la parole est à vous. Voilà, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. On va du macro au micro, donc moi je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de marchés qu'on a pu passer en vous présentant le top 3 des marchés les plus impactants sur les 2 dernières années, donc 2024 et 2025, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez le top 3 apparaître à l'écran. Le premier, c'est un marché autour de la transition énergétique. C'est un marché global de performance énergétique qu'on a passé pour DAX. Le deuxième, qui est plus significatif en termes de critères sociaux, c'est le marché de tri des biodéchets, puisqu'on a un marché qui a été confié à un ESAT. Et puis le troisième marché qui, lui, peut être mis en place dans tous les établissements qui utilisent de l'eau gazeuse, c'est la mise en place de fontaines, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile effectivement à faire que le marché de tri des biodéchets, qui était un peu spécifique, puisque lié à la possibilité de l'ESAT local qui s'occupe du traitement des espaces verts et qui profite de ça pour faire du compostage. Voilà, donc on va partir sur le numéro 1 sur lequel je vais donner un petit peu plus de détails, parce que pour le coup, c'est là qu'on a vraiment le plus gros impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'était donc un marché global de performance énergétique pour 5 ans, qui comprenait toutes les prestations de conception, réalisation, exploitation et maintenance. Donc dans la partie conception-réalisation, c'est principalement des travaux de rénovation énergétique qui vont porter sur le chauffage, la climatisation, la ventilation et l'eau chaude sanitaire. C'était des installations photovoltaïques en conception-réalisation, là également. Après, c'est des services qui sont liés aux démarches administratives, puisque l'intérêt de ce marché, c'est également d'exploiter toutes les possibilités de financement externe qu'on peut avoir. Et au tout premier chef, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, puisque vous avez dû en entendre parler, mais il y a pas mal d'opérations énergétiques qui sont entièrement financées par les C2E. Et puis enfin, donc, il y avait une partie plus traditionnelle qui concerne la maintenance des installations, ce que dans le jargon des services techniques, on appelle les marchés P1, P2, P3. Le P1 étant la fourniture d'énergie thermique avec sa gestion et son suivi. Le P2 étant la maintenance générale, préventive des installations, et le P3 étant le gros entretien avec des remplacements de pièces. Et puis le tout dernier aspect qui est intéressant dans ce marché, c'est que ce suivi énergétique est fait en application d'un protocole de mesure et de vérification de la performance, PMVP pour les intimes, qui permet de suivre en fait année par année ce qui est fait et réalisé. C'est important puisque c'est un marché de performance, donc il faut être en mesure de prouver la performance. Voilà. Sur la diapo d'après, je vous ai repris les montants qui sont assez importants. 1,2 million pour la partie travaux et 11,6 millions pour la partie P1, P2, P3, donc de la fourniture de l'énergie et la maintenance des installations. Pour un total de près de 13 millions d'euros. Alors, comment s'est passée la procédure pour nos amis spécialistes des marchés publics? On est parti sur une procédure avec négociation d'une durée de 8 mois.
avec une première phase qui était de sélectionner des candidatures. Donc, on en a eu trois. Les trois ont été retenus. Je vous les ai mis à l'écran puisque, bon, c'est en gros les grands acteurs de la maintenance énergétique qu'on retrouve sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a eu une première remise des offres qui a été faite. Ça a donné lieu à une séance de négociation. Donc, pour respecter les conditions d'équité, elle a eu lieu le même jour pour les trois candidats. Et puis, il y a eu une remise des offres finales au vu de toutes ces discussions, puisque comme c'est un marché qui était assez complexe, qui portait sur énormément de choses, c'était particulièrement important qu'on puisse discuter et être sûr d'avoir compris la même chose pour celui qui répondait et pour nous qui allions conclure le marché. Voilà, sur la diapo d'après, je vous ai repris les critères de choix qui sont un petit peu spécifiques à ce type de marché. Bon, le coût global de l'offre, c'est notre critère prix habituel. La qualité technique ou la valeur technique également. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le critère 3 sur les engagements de performance qui ont été valorisés à hauteur d'un quart de la note. Puisque vous voyez, il y a une appréciation de la justification, de la cohérence et du niveau des engagements de performance liés à la performance chaleur. La même chose pour la performance sur le froid. Une troisième sur la garantie de production photovoltaïque. Et puis la dernière sur la pertinence du plan de mesure et de vérification avec des cas d'ajustement en fonction des réalisations. Puis le dernier critère qui n'est pas négligeable aussi, c'est un critère économique avec une part qui était réservée aux TPE, très petites entreprises et aux PME. Et on a eu pour les trois offres des propositions qui variaient entre 15 et 16,6%, du total des prestations, ce qui est pas mal puisque ça permet effectivement de réserver une partie de ce marché à des petites entreprises. Voilà. Les gains environnementaux prévus là sur ce type de marché, ben, c'est principalement une grosse économie sur la partie chaleur et notamment sur le gaz, puisqu'il est prévu donc sur le marché une baisse de 11 832 MWh, qui correspond à plus d'un gros quart de notre consommation actuelle. Et cette économie se fait en fonction de différents volets qui sont mis en œuvre. Donc, en particulier, ça commence bien sûr par une réduction des besoins. Un second volet, c'est la récupération de chaleur fatale de manière directe ou indirecte, qui est un peu plus important. Et puis le deuxième gain environnemental principal, bon, bah, c'est le photovoltaïque, avec un engagement de performance qui est assez ambitieux, puisqu'il est prévu une production de 112 MWh par an, ce qui permet également de décarboner une grande partie de l'énergie qu'on va utiliser. Voilà. Alors, deux petites astuces qui, je pense, sont déjà assez largement partagées par les praticiens des marchés publics. Le premier, c'est d'avoir recours à un AMO sur ce type de marché, puisque c'est quand même très complexe à mettre en œuvre, hein. Vous avez vu que la procédure nous a pris 8 mois. Et là, avec l'AMO, il y avait également un avocat qui a pu permettre de garantir toute la partie juridique. Et puis l'autre aspect qui est très intéressant aussi, je pense, c'est la possibilité de paiement différé, ce qu'on appelle les marchés de performance énergétique à paiement différé, puisque vous pouvez avoir l'entreprise, bon, d'une part, vous pouvez avoir l'entreprise qui investit pour vous et c'est répercuté en fait sur les 5 ans du marché. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le cas de l'Axe. Mais il y a un autre cas, vous pouvez également contractualiser avec une banque un emprunt qui vous permet de payer après le début de la réalisation des économies d'énergie. Ce qui veut dire qu'en termes de décaissement de trésorerie, en fait, vous n'avez pas de nouveau décaissement puisque vous allez payer avec ce qui est économisé. Donc, globalement, c'est une très bonne opération. C'est pour ça que je vous encourage à avoir cette possibilité si vous avez des opérations d'ampleur assez importante, puisque c'est très utile. Voilà. Du coup, c'est tout pour celui-là. Un tout petit mot donc, sur le deuxième marché qui concernait la collecte et le traitement des biodéchets. Comme je vous l'ai dit, c'était lié à une opportunité locale, la proximité de l'atelier protégé des jardins de Neuner sur Mont-de-Marsan.
Par contre, ce qui était important, c'est que le projet n'aurait pas pu se faire sans l'hôpital, puisque c'est nous qui avons apporté le plus gros gisement de biodéchets. Et c'est en fait un travail de co-développement qu'on a fait avec eux et qui a été intéressant, puisque en fait, on va de la production du déchet à l'assiette du consommateur, puisqu'ils vont produire du compost. Avec le compost, ils vont produire des légumes et on va pouvoir consommer leurs légumes si on le souhaite. Donc, c'est un cercle vertueux. Voilà, je vous ai mis des petites photos pour la partie pratico-pratique de comment on collecte dans les services. Sur la première photo à gauche, c'est un seau de la cuisine qu'on a récupéré, hein, donc c'est du recyclage. Par contre, sur les deux photos d'après, c'est des transpalettes qui ont été mis à disposition par les actes. Et puis la dernière photo, c'est le compost que vous voyez qui commence à atteindre des proportions suffisantes pour tous les jardins des hospitaliers. Voilà, et puis le tout dernier marché à impact qui est intéressant puisque lui aussi se fait à iso-budget. C'est le marché des fontaines eau gazeuse, puisqu'on avait des dépenses assez élevées en termes d'eau gazeuse, puisqu'on nous le prescrit assez systématiquement pour les troubles de la déglutition. Donc, sur l'ensemble de l'établissement, ça représentait une dépense de 28 000 euros. Donc, avec ce budget, en fait, on a pu financer plus d'une vingtaine de fontaines à eau gazeuse dans les services qui sont les plus consommateurs. Donc, pour la première année, je vous ai mis que c'était à iso-budget, parce qu'en parallèle, on était obligé d'acheter des gourdes en inox pour pouvoir conserver cette eau gazeuse un minimum. Comme on aura plus cet achat sur les années d'après, normalement, on devrait réaliser un vrai gain de 5 000 euros reconductible. Après, je ne vous cache pas que sur ce type de projet, il y a une conduite du changement qui est à gérer de manière assez étroite avec les services de soins. Bon, d'une part, parce qu'on n'a pas pu mettre de fontaine dans tous les services, donc il faut arriver à convaincre les gens d'aller se servir dans le service d'à côté. C'est un premier obstacle. Et puis, bien sûr, il y a un petit peu de temps qui va être passé à remplir les bouteilles, à les entretenir, bon, puisqu'elles passent au lave-vaisselle, mais ça a quand même un petit impact sur la charge de travail. Donc, sur ce type de projet, il faut tout le temps associer les équipes. Voilà. Et ce sera le mot de la fin, je crois, pour moi. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous pour tous ces travaux et vos présentations passionnantes. On va ouvrir le temps d'échange et de questions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. Hop, je reprends. Alors, nous avons une première question. Est-ce qu'il existe une base de données cycle de vie pour les achats les plus courants et simples, notamment pour les établissements médico-sociaux, voilà, sur des produits du quotidien, comme le papier toilette, les feuilles A4, etc., etc. Est-ce que l'un d'entre vous a connaissance de ce type d'outil? Céline a apporté une réponse, Ouais, vas-y. j'ai répondu du coup déjà dans le chat. On a 3 outils d'ACV aujourd'hui qui sont en vigueur. On a un outil pour les travaux publics, donc c'est pas forcément la majeure partie des travaux des établissements de santé, qui s'appelle SafeTP. On a un outil Agribalise qui est en phase de test en ce moment sur les volets denrées alimentaires, et il y a un outil qui s'appelle Agribalise sur le volet vêtements de travail. Et sur les autres familles d'achats, on est dans l'attente des outils de la part du ministère. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que dans le public, il y aurait d'autres questions? Vous pouvez éventuellement lever la main, prendre la parole ou poser vos questions dans le chat. Pas de questions à ce stade. Du coup, moi, j'aurais une question pour Céline et Anne. Dans le cadre des accompagnements que vous proposez, de manière générale, quelles sont les différences ou les spécificités que vous avez relevées et que vous devez mettre en œuvre pour répondre aux besoins et aux contraintes du secteur de la santé, puisque vous travaillez beaucoup avec les collectivités territoriales? Qu'est-ce que vous avez pu noter comme spécificité et comment est-ce qu'il faut adapter finalement vos propositions à la spécificité du secteur de la santé? Je te laisse répondre, Céline.
Déjà la complexité de l'organisation des achats et je te laisse compléter, Céline. Effectivement, la complexité de l'organisation des achats dans le domaine de la santé, ça nous a demandé une petite appropriation. Sinon, pas d'éléments particuliers en fait. Vraiment, on est sur une formation, enfin sur un accompagnement qui s'adapte 100% aux problématiques des établissements. Donc, on a un petit temps d'échange en amont de la formation pour nous transmettre des documents, des éléments qui sont déjà mis en place au sein de l'établissement. Ça nous permet du coup d'adapter nous derrière la formation. Globalement, en termes d'achats, c'est pas tout à fait les mêmes achats qu'en collectivité, mais globalement, il y a beaucoup de familles d'achats qui se regroupent et les mêmes problématiques. Et effectivement, Colline, il y avait Romain Bonamy qui avait levé la main. Je vois que Ah oui, effectivement. Merci. peut-être que ça vaut le coup. Romain, si votre micro est ouvert, je vous laisse prendre la parole. Hop. Tac, je vais essayer d'ouvrir. Je n'ai pas accès. Je vous cherche. Non, vous pouvez la poser dans le chat. Hop, ok. Bon, normalement, Robin Bonamy, vous pouvez poser votre question. Ok, très bien. Alors du coup, on va, si jamais vous voulez reprendre la main, il n'y a pas de problème pour poser votre question après. Anne et Céline, autre question. Si jamais un établissement, quel qu'il soit, un établissement médico-social ou même un plus gros CH souhaite adhérer à 3AR, est-ce que c'est possible? Et est-ce que du coup, voilà, vous les accompagnez sur le même périmètre qu'une autre organisation? Oui, oui. Merci pour la pub. Notre meilleur commercial. Oui, il y a pas. On est en train de revoir les grilles d'adhésion parce que justement l'achat hospitalier a fortement euh, mutualisé avec la mise en place des GHT et donc effectivement ça fait beaucoup d'acheteurs et ça fait une organisation achat. Alors, je vais pas dire tentaculaire, mais quand même assez large, avec des spécificités à la fois de territoire, de typologie de structure, de famille d'achat, parfois un peu singulières. Donc effectivement, on est en train de revoir ça et voir dans quelle mesure, mais bon, notre AG c'est le 26 mai, donc pour l'instant j'en sais rien, mais dans quelle mesure finalement le fait d'adhérer à un GHT permet de participer à toutes nos formations et autres. Voilà, donc ça c'est la réponse. Oui, il n'y a pas de souci. Euh, et après, oui, vous m'appelez et puis on discute, quoi. Mais c'est vrai que venez nous voir à notre journée régionale, vous verrez un peu l'ambiance aussi du réseau. Il y a une question sur la notion de calculatrice carbone, Colline, dans le chat. Tout à fait, je vois ça. C'est une bonne question. Alors, ça va être une question pour Laureline et pour Claire également, mais effectivement, ça fait partie, comment dire, des sujets qui sont dans l'escarcelle de la mission d'appui. Laureline, je ne sais pas si tu veux apporter un mot complémentaire ou Claire Morisson de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors, la question, c'est juste, avez-vous prévu de produire une calculatrice carbone pour nous permettre de suivre annuellement nos émissions en toute autonomie? Et je vais laisser Claire répondre pour l'ARS. Oui, bonjour à tous. En fait, on a actuellement un projet qui concerne les établissements sanitaires, les entités juridiques sanitaires, puisque l'ARS finance à toutes les entités juridiques de la région qui le souhaitent la réalisation d'un bilan carbone. Donc, dans ce qu'on appelle les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Ceux qui n'en profitent pas pour le moment, je vous invite à vous rapprocher du GCS parce que c'est sous adhésion du GCS et c'est dans le cadre d'un marché public qui va, Vincent, là, on en a parlé tout à l'heure, qui s'échelonne Fin 2027. 2027. Merci beaucoup. Pour le monde médico-social, on n'a pour l'instant pas cette proposition parce que c'est une démarche qui est assez lourde, mais c'est une comptabilité assez précise. On réfléchit avec la mission d'appui pour proposer une autre approche qui permettrait d'avoir une idée des émissions carbone des établissements médico-sociaux. Et puis pour finir, mais je sais que ça ne concerne pour l'instant que le public, il y a aussi un outil que porte la NAP qui s'appelle Mon empreinte carbone, qui est par contre basé sur du monétaire, donc je vais dire moins précise qu'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui permet d'avoir une estimation de son poids carbone.
Mais voilà, le monétaire a un petit biais, c'est que ça peut surestimer aussi le poids des émissions carbone. Donc, pour répondre, c'est pas si simple en fait d'avoir juste une petite calculette qui permettrait de donner des émissions carbone. Il faut aller chercher pas mal de données d'activité. Mais c'est précieux parce que ça vous permet d'avoir une photographie assez précise de vos postes d'émission, de là où ils sont les plus importants, et du coup là vous avez éventuellement des marges de manœuvre pour décarboner. En général, la décarbonation étant souvent associée à pas toujours, mais souvent associée aussi à des économies importantes. Voilà quelques éléments de réponse. Super, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour peut-être Vincent ou Céline sur le Spazer. Est-ce que c'est un outil qui, sur le plan, vu qu'il ne concerne que les GHT pour le moment, est-ce que c'est un outil qui, dans sa méthodologie ou dans son inspiration, pourrait servir à des plus petits établissements pour finalement amorcer une réflexion sur les achats et avoir un document cadre en fait sur des achats plus durables? J'ai moins d'expérience en matière de déploiement de Spazer que Céline et que le réseau 3R, mais ce qui est certain, c'est que c'est une obligation. L'adoption d'un Spazer est une obligation pour les assujettis, c'est-à-dire les acheteurs publics qui consacrent, qui ont un volume d'achat annuel de plus de 50 millions d'euros hors taxes, mais que c'est tout à fait une possibilité pour les acheteurs qui sont en dessous de ce seuil. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait d'autres organisations. Et d'ailleurs, je pense que parmi les GHT accompagnés ou alors peut-être la Fondation de John Bost, on est sur des profils où l'assujettissement n'est peut-être pas, où l'obligation légale n'est peut-être pas présente, mais peut-être plutôt sur une démarche volontaire. En tout cas, réglementairement, c'est tout à fait possible. Je crois que d'ailleurs qu'au niveau du réseau 3R, vous accompagnez des collectivités de petite taille. Oui, effectivement. Aujourd'hui, la trame du G16 peut très très bien être adaptée à des plus petites structures en adaptant le volet établissement et à l'adaptant au projet d'établissement de la structure. Donc, cette trame-là, elle a vocation à être adaptée complètement de A à Z. Et donc, notre accompagnement peut très bien se dérouler dans une structure de plus petite taille, effectivement avec un volume d'achat inférieur à 50 millions d'euros, pour développer et mettre en place une politique d'achat responsable au sein de l'établissement sans aucun souci. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le périmètre du Spazer, il a déjà été élargi une première fois, puisque avant on était sur une obligation, si je ne me trompe pas, sur les acheteurs avec un seuil de 100 millions, excluant en plus les établissements hospitaliers. Donc peut-être que demain ou après-demain, il y aura des conditions de mise en œuvre du Spazer qui élargiront encore le périmètre. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. 3 mots avant de conclure ce webinaire. Nous sommes quasi parfaitement à l'heure. Donc, vous l'avez compris, hein, les achats durables sont vraiment un levier de décarbonation. Quel que soit votre type de structure, la taille de votre structure et vos contraintes, vous pouvez amorcer donc ces réflexions sur les achats en vous appuyant sur du benchmark, en vous appuyant sur les réseaux et notamment le réseau régional. Hein. Vous avez vu que vous avez des acteurs et des outils qui sont disponibles. Et également penser aux labels, comme le disait Anne Benz tout à l'heure, les labels et les reconnaissances liées à vos fournisseurs. Voilà, vous êtes en mesure de vous renseigner là-dessus et ça peut être un bon indicateur assez pratico-pratique pour repérer d'éventuels leviers d'achat durables et responsables. Voilà, donc toute l'équipe de la mission d'appui vous remercie d'avoir été encore nombreux à suivre ces échanges. Merci à nos intervenants du jour pour la qualité de ces présentations et de vos échanges. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers la mission d'appui, vers tous les acteurs qui sont intervenus aujourd'hui pour vous aider et vous orienter si vous avez besoin. Très belle fin de journée, à très bientôt. Prochaine date, 4 juin, le prochain webinaire de la mission d'appui. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt.